Nous arrive-t-il d'y penser quand on ouvre le robinet pour boire, se doucher, faire la vaisselle ou même en tirant la chasse? Est-ce que l'on se dit parfois qu'un jour, l'eau, ressource précieuse s'il en est, pourrait finir par manquer? Pas seulement dans les régions sèches du globe, ni celles qui luttent contre l'avancée des déserts, mais bien ici, en France. Alors certes, cette eau qui répond à nos multiples besoins, domestiques, agricoles ou industriels, coule toujours à flot aujourd'hui. Mais qu'en sera-t-il demain face aux affres du réchauffement climatique, des canicules à répétition et à l'augmentation des usages? Quand la vie sur Terre n'est pas plus possible sans eau que sans air, le recyclage de nos eaux usées tend plus ou moins à s'imposer. En Israël, il atteint 90%, en Espagne et en Italie, 15%. Et en France, pas de cocorico, moins de 1%. Comment expliquer un tel décalage quand le traitement et la réutilisation de ces eaux usées représentent une solution d'avenir pour préserver la ressource en eau? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Nicolas Roche, figure reconnue des approches d'économie circulaire appliquées à la gestion de l'eau dans les milieux urbains et industriels. Vous écoutez Inspirons, le podcast en santé environnementale d'Atmosud. Bonjour Nicolas Roche. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour explorer cette nouvelle thématique qui est celle de la réutilisation de nos eaux usées. Alors, Nicolas, vous êtes professeur de génie des procédés à Aix-Marseille Université, chercheur au CEREJ, le Centre de recherche et d'enseignement multidisciplinaire international, ainsi qu'à l'ITEM, l'Institut méditerranéen pour la transition environnementale. Vous êtes également impliqué dans le projet REUT au Sud, dont nous allons parler, et membre de l'Académie des technologies. Et vous travaillez depuis plusieurs décennies sur cette question du traitement des eaux usées et de leur réutilisation. Avant de nous plonger dans cette solution d'avenir, est-ce qu'on pourrait juste refaire un petit point sur la disponibilité actuelle de la ressource en eau en France et en région sud? Où est-ce qu'on en est? Comme vous l'avez très bien dit dans le chapeau d'introduction, l'eau est absolument nécessaire à tous les usages, qu'ils soient domestiques, qu'ils soient urbains, qu'ils soient agricoles, qu'ils soient industriels. Et déjà, de ce point de vue, avec le développement économique, démographique, on voit que les besoins en eau, selon les usages, augmentent. Avec une ressource qui ne peut pas augmenter une eau douce, qui est liée au cycle de l'eau. J'avais lu que c'était de l'ordre que sur les 30 dernières années, on avait plus ou moins augmenté de 20% nos besoins. On augmente de 20% selon les pays. Les pays à forte démographie, à fort développement économique, l'augmentation est encore plus forte. Donc on s'aperçoit qu'effectivement ces besoins augmentent et que d'autre part, le cycle de l'eau est un des principaux drivers du changement climatique qui est très fortement impacté. Maintenant, on n'est pas sur des échelles de 10 ans, de 20 ans, de 30 ans. On voit dorénavant les impacts du changement climatique qui jouent sur la disponibilité. Alors sur la disponibilité territoriale, selon les territoires, et aussi saisonnière, entre des périodes d'hiver et d'été, avec une variabilité qui est de plus en plus forte. On est sur quelle utilisation en pourcentage? Quand on parle de disponibilité, on utilise combien de nos ressources? En France, en moyenne, on considère qu'on mobilise un peu plus de 20% de la ressource en eau douce pour nos activités. 20-25%. Ce qui veut dire que clairement aujourd'hui, on n'est pas en manque, on n'est pas en pénurie. Si on se projette dans l'avenir, qu'est-ce qui va se passer en fait? Quelles sont les projections qui sont faites généralement? Oui, on considère en général qu'un pays, une région qui prélève moins de 20% de ses ressources n'est pas un pays en stress hydrique. Donc on voit déjà qu'on a dépassé un peu collectivement cette zone de confort. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va se retrouver, selon les périodes sur les territoires, avec des conflits d'usage. Est-ce qu'on va prioriser les usages domestiques, urbains, industriels, agricoles? Comment on met en place cette priorisation? Comment on met en place des solutions qui permettent de limiter la pression sur la croissance? De dire, on va rester sur un étiage de 20, 22, 23% par des solutions d'adaptation, par des solutions de restauration du milieu naturel et des écosystèmes. Si on résume un petit peu, c'est que ce besoin en eau, il devrait pas, enfin le pourcentage en fait de la ressource qu'on utilise ne devrait pas augmenter de façon significative. C'est ce que je voyais aussi dans une publication du Haut Commissariat à la stratégie qui mentionnait donc effectivement que l'augmentation ne serait pas réelle, mais qu'une forte demande en été serait constatée au moment où la ressource est donc la plus rare et essentiellement sous les effets des besoins d'irrigation agricole. L'agriculture, Nicolas Roche, c'est précisément l'un des secteurs où le traitement et la réutilisation de nos eaux usées fait sens, puisqu'elle permettrait de ne plus puiser dans le réservoir d'eau douce, donc eau potable, pour arroser un secteur très gourmand en eau.
En région sud, selon le GREC Sud, je voyais que ce secteur était responsable de 66% de la consommation en eau, contre 30% pour nos besoins d'eau potable. On voit donc l'importance de recycler ces eaux usées. En introduction, je citais Israël en exemple, qui revalorise ses eaux à hauteur de 90%. En France, nous sommes à peine à 1%, comme en région sud. Comment peut-on expliquer un tel écart ? Est-ce que c'est un retard réglementaire, technologique, culturel ? Le retard est dû au fait qu'on n'avait pas besoin spécifiquement de réutiliser les eaux parce qu'on avait une disponibilité qui était suffisante. Et comme on l'a vu au début, le changement climatique a un impact important sur la saisonnalité avec des périodes de sécheresse de plus en plus fortes. Là, vous voyez, on est fin juin, début juillet, on a déjà eu 2 gros épisodes de sécheresse qui va puiser, qui va diminuer les ressources avec aussi l'hiver des pluies intenses. On a eu cet hiver, un hiver très pluvieux, mais très fort, avec peu d'infiltration. Donc, une baisse de ce côté-là de la disponibilité. Donc, on voit que là-dessus, on a changé drastiquement de modèle. Sur les années 2000-2010, on était à 3 années de sécheresse sur 10 en France. On est passé depuis à 6 à 7 années sur 10 de sécheresse. Donc, on a changé complètement. Donc, il faut adapter notre modèle. Et la réutilisation des eaux usées traitées est un levier, est un des piliers de cette adaptation, mais qui doit se faire de manière simultanée avec des enjeux de sobriété, consommer moins, des enjeux d'efficacité, éviter de perdre les ressources, et des enjeux de restauration du milieu naturel. Si on restaure les écosystèmes, et notamment les sols, on va pouvoir être en capacité de stocker beaucoup plus d'eau, et notamment pour les plantes et l'agriculture, et d'avoir besoin de moins d'eau pour irriguer. Donc effectivement, la réutilisation est un des piliers de l'adaptation au changement climatique. Oui, mais enfin, le réchauffement climatique, on en parle quand même depuis de nombreuses années. Est-ce que c'est pas quelque chose qu'on aurait pu anticiper, agir en amont ? Parce que 1%, c'est quand même très dérisoire. Les scientifiques en parlent depuis des années. La prise de conscience sur l'eau, le marqueur a été l'été 2022. Au moment du point de bascule. Du point de bascule, on s'aperçoit qu'elle a eu tendance un tout petit peu à s'estomper. Là, on voit qu'en 2026, la période va être très critique. Donc, la prise de conscience collective est importante sur ces sujets pour pouvoir bouger, pour pouvoir avancer. Après, l'État, et il faut développer cette réalisation à la française, avec effectivement une législation qui soit adaptée, qui n'existait pas de législation en France. Depuis 2022, il y a 13 textes, arrêtés ou décrets qui sont sortis sur ces enjeux de réutilisation. Donc, on voit que là aussi, selon les besoins, selon ce qu'il y a à faire, on arrive à adapter le modèle de réglementation pour avancer sur ces questions-là. Donc, on n'est pas sur des freins qui sont que des freins réglementaires, on a aussi des freins sociétaux d'acceptabilité, des freins aussi de risque, comment on gère le risque sanitaire de la réutilisation des eaux. Donc il faut le faire de manière claire, de manière ouverte et en informant tous les publics et de manière concertée sur chaque territoire. Si on fait de la réutilisation, pour qui, pourquoi, comment et sur quel modèle économique. Alors Nicolas, vous êtes impliqué dans le projet Réut au Sud, qui s'inscrit dans le plan Or Bleu de la région Sud, auquel s'associe également la Société du Canal de Provence et Aix-Marseille Université, pour impulser une dynamique régionale en matière justement de réutilisation des eaux usées et accompagner son développement sur le territoire, un territoire où la ressource en eau est considérée comme déficitaire. Si on pouvait dresser un état des lieux, en fait, combien de stations d'épuration on compte aujourd'hui sur le territoire et que devient en fait l'eau qui est traitée dans ces stations aujourd'hui ? Alors, globalement, un peu plus de 700 stations d'épuration sur la région sud, de toutes petites stations d'épuration à de très grandes stations d'épuration. Comme Géolide à Marseille, qui est la troisième d'ailleurs au niveau national. Et qui est la plus grande de la région. Et avec environ 400 millions de mètres cubes d'eau usée traitée dans toutes les stations d'épuration de la région sud, réparties dans ces 700. Alors, que deviennent ces eaux ? On s'aperçoit que les 10 plus grosses stations se trouvent sur la zone littorale. Donc, vous voyez de quelle ville on peut parler sur les grandes stations de la zone littorale. Et ces 10 stations représentent à elles seules 50% du volume d'eau usée traitée. Oui. Ça veut dire qu'il y en a encore 700 qui représentent les 50% restants. Donc, une partie des eaux va donc partir directement en mer, des eaux usées traitées, avec aussi des bienfaits pour la mer, mais pas que, avec des niveaux de traitement qui sont peut-être pas assez poussés, et d'autres est rejeté dans les milieux naturels, qui permet là aussi quand même de maintenir un niveau hydrique satisfaisant des milieux naturels. Et donc là, il faut inscrire aussi la réutilisation dans cette problématique de préservation des écosystèmes, comme je le disais au début. Et les 1% qui sont revalorisés, alors est-ce qu'on a une idée de comment ils sont réutilisés aujourd'hui ? Dans quels usages ? C'est
plus à titre d'exemple, à titre anecdotique, on a un golf depuis une vingtaine d'années à Sainte-Maxime dans le Var qui réutilise les eaux usées traitées avec beaucoup de succès. On a sur l'île de Porquerolles de réutilisation là aussi pour des usages agricoles. On a la ville de la métropole de Nice-Côte d'Azur qui s'est mis en place en développant des nouvelles stations d'épuration pour le recyclage des eaux, Cannes aussi pour des nettoyages urbains, pour des usages urbains. Donc on voit que ça commence à se développer, que ça commence à se mettre en place. On a un taux de renouvellement des stations d'épuration qui est important et il faut vraiment ancrer cette question de réflexion avec le taux de renouvellement. On ne construit pas une station pour faire de la réhute, mais on doit profiter de toutes les questions de renouvellement des ouvrages pour interroger systématiquement sur l'intérêt ou non de faire de la réutilisation. Alors, ce projet Réhute au Sud, est-ce qu'il fixe un pourcentage à atteindre dans les années à venir en matière de retraitement et de réutilisation potentielle de ces eaux usées? Est-ce que du coup, il y a un palier à atteindre qui serait un palier désirable? Alors globalement, on a évolué des potentiels de réutilisation sur 3 grands axes. Un axe agricole, un axe urbain, un axe plutôt de loisirs, type arrosage de golf ou arrosage d'espaces verts. Urbain, ce serait quoi? Nettoyer les rues? Nettoyer les rues, arroser les jardins, nettoyer les réseaux. Donc on peut très bien faire, et ça a été montré, avec des eaux usées traitées, et avec beaucoup de succès, et avec relativement de la facilité de mise en œuvre. À la différence peut-être de l'agriculture où il faut remettre en place des canalisations. Il faut trouver quand même des zones agricoles près des stations d'épuration. Là, je vous ai dit que les 10 plus grosses stations étaient en zone côtière. Ce ne sont pas les zones agricoles. Les zones agricoles sont plutôt sur l'ouest du département, sur le Vaucluse, sur les Bouches-du-Rhône. Et donc là aussi, réutiliser les eaux, il faut avoir à proximité des usages qui soient demandeurs en termes de quantité et en termes de qualité. Et est-ce qu'on pourrait imaginer avoir des chasses d'eau remplies avec de l'eau retraitée Alors, depuis juillet 2024, il y a un décret, un arrêté qui autorise maintenant à réutiliser les eaux grises, sont celles de vos douches et de vos lavabos, pour les remettre dans vos WC, pour vos chasses d'eau, après un traitement adapté. Et donc, maintenant que ça existe, ça peut se faire. Alors, ça peut se faire aisément et de manière économique dans les constructions nouvelles. Dans les constructions anciennes, c'est peut-être un peu plus compliqué. Donc, il faut réfléchir aussi à l'aménagement des nouvelles constructions, à l'aménagement de la réhabilitation, de voir comment on met ça en place. Mais effectivement, c'est possible. Et là où ça a été fait dans le monde, on s'aperçoit que sur les usages domestiques, on va économiser de l'ordre de 40 à 50% de la ressource juste par un recyclage des eaux grises dans les toilettes. C'est énorme. Ou dans les jardins. Donc, on peut très bien imaginer aussi un recyclage de ces eaux grises dans les jardins d'un lotissement, etc., même des jardins potagers, pas que pour des usages de toilettes. Dans l'idéal, on devrait passer de 1% aujourd'hui à combien ? Je ne vais pas dire un pourcentage parce que sur le fond, ça n'a pas de sens. Il faut voir là où effectivement il y a une utilité. Si une utilité à un endroit permet de recycler 30 à 40% sur les eaux grises, il faut aller vers ce chiffre-là. S'il n'y a pas d'utilité spécifique à le faire, il ne faut pas le faire. Donc il ne faut pas se fixer un objectif en termes de pourcentage, mais il faut se fixer un objectif en termes d'usage, de quelle eau j'ai besoin et de quelle qualité d'eau. Vous comprenez que la qualité pour faire de l'eau potable, pour faire de l'eau de lavage de rue ou pour faire de l'arrosage agricole n'est pas forcément la même. Est-ce que quelque part, on ne peut pas réfléchir en se disant que toute revalorisation et retraitement de ces eaux usées est de toute façon une bonne chose, parce que c'est vrai que l'eau, ça va devenir un petit peu l'or de demain. C'est une ressource qui va manquer dans de nombreux pays, qui risque aussi d'amener des vagues de réfugiés climatiques auxquels il faudra pouvoir servir un verre d'eau, entre guillemets. Plus on réutilise, plus on revalorise, mieux c'est, non, quelque part ? Oui, la réutilisation des eaux est positive sur certaines conditions. Déjà, premièrement, réutiliser les eaux, un mètre cube d'eau réutilisé, c'est un mètre cube d'eau qu'on n'aura pas prélevé. À condition de ne pas créer un nouveau besoin. Si vous créez un nouveau besoin, vous reperdez tout ce que vous avez gagné. Donc il faut faire attention au fait qu'on ne se dise pas, mais puisqu'on réutilise les eaux, on peut en consommer plus par ailleurs. Il faut que globalement, la consommation, les usages ne bougent pas. Donc ça, c'est un premier point très important. Ce qui n'est pas gagné, parce que quand on voit les data centers qui se multiplient, qui font appel à l'eau pour être refroidis... Et sur cette question, effectivement, d'eau, et vous me interrogez sur les data centers, il faut aussi se poser la question de l'eau consommée et de l'eau prélevée. Ce n'est
pas la même chose, ce n'est pas le même impact sur les milieux. Donc, il faut l'analyser de manière globale et avec du recul. Et deuxième point positif des eaux usées traitées, c'est que dans tous les systèmes de réutilisation que vous pouvez voir, il y a toujours un traitement complémentaire qui est apporté aux eaux usées traitées avant de les redistribuer. Ça veut dire que par rapport à ce qui se passe avant, par rapport à l'eau qu'on rejette dans la nature, on ajoute des traitements complémentaires. Donc, c'est de la pollution qui ne retourne plus à la nature. Donc, c'est un côté qui est très vertueux de ce point de vue-là, parce qu'on va piéger quand même une grosse partie de la pollution qui avant allait dans l'environnement. Vous me faites une transition merveilleuse pour aller vers la question suivante. Un des freins au développement, justement, qu'on a évoqué, c'était aussi le risque potentiel sanitaire, c'est-à-dire des polluants, effectivement, qu'on pouvait trouver dans l'eau. Réutiliser davantage l'eau suppose aussi de mieux connaître ce qu'elle contient. Est-ce qu'il n'est pas quelque part un petit peu paradoxal de parler de la réutilisation de nos eaux usées quand notre eau dite potable est encore polluée aujourd'hui par des PFAS, par des pesticides, par des perturbateurs endocriniens? Je vais m'arrêter là. Je ne dirais pas que l'eau potable est polluée. Elle est contrôlée, elle est suivie, elle est traitée et elle est garantie sur un certain nombre de critères de potabilité. C'est en tout cas l'aliment qu'on ingère qui est le plus contrôlé en France, et l'eau que vous distribuez au robinet est plus contrôlée que l'eau que vous buvez en bouteille. Donc l'eau potable est contrôlée. Mais c'est vrai que l'eau est le marqueur de toutes nos activités, de toutes les activités anthropiques. Donc on va retrouver toutes nos activités dans l'eau, que ce soit des médicaments, que ce soit des molécules chimiques, des pesticides, des métabolites des pesticides, des PFAS dont on parle beaucoup en ce moment. Donc on va les retrouver dans l'eau. Donc la question est de savoir si on attend qu'elles reviennent dans les stations de potabilisation ou de traitement pour s'en occuper, ou si on a une approche qui est d'abord une approche préventive. Et comme dans toutes les questions, et même les questions générales même de santé, on voit que l'approche préventive est toujours plus efficace que l'approche curative. Et là, c'est vraiment des questions de société, des questions qu'il faut porter, des choix politiques, de voir comment, d'un point de vue de la prévention, on ne remet pas ces molécules dans l'environnement parce qu'in fine, elles reviendront. Mais comment se fait-il qu'on arrive encore à trouver aujourd'hui, alors que l'eau est traitée, qu'elle est épurée? Est-ce que c'est les calibrages des stations d'épuration qui fait qu'elles laissent encore passer ce genre de particules? Quelle est la problématique? La problématique, c'est que les stations d'épuration ne sont pas dimensionnées pour traiter ces molécules. Elles sont dimensionnées pour traiter de la pollution carbonée, de la pollution azotée, à des grosses concentrations de l'ordre de 100, 200, 300 mg par litre. Quand on va partir sur des PFAS, sur des métabolites, sur des médicaments, on va être de l'ordre du nanogramme par litre. Donc avec une station qui traite des centaines de milligrammes par litre, on ne peut pas traiter. Donc il faut adapter des nouvelles stations, développer des nouveaux procédés qui vont attaquer ces molécules à des concentrations très faibles. Et donc c'est là où ça devient de plus en plus compliqué. C'est là qu'on attend un nouveau développement technologique. Là, on attend un développement technologique, on développe des nouveaux réacteurs, ce qu'on appelle des réacteurs hybrides, qui permettent d'attaquer différents types de pollution à différents types de concentration. Mais il y a un certain nombre d'innovations, mais on reste dans une approche qui est une approche curative de ce point de vue. Alors juste, bien sûr, on va parler air. Quel lien faites-vous entre pollution, eau, air? Est-ce qu'une pollution de l'air finit-elle toujours par devenir une pollution de l'eau? Est-ce que c'est deux sujets distincts ou est-ce qu'il faut les aborder ensemble? C'est comme dans l'environnement, il n'y a pas de silo, il n'y a pas de sujet distinct, notamment parce que le cycle de l'eau est un cycle qui passe par l'air, puisque l'eau est évaporée, puisqu'elle est transformée en gaz et puis qu'elle va se condenser dans l'atmosphère et puis retomber. Donc effectivement, l'eau et l'air sont absolument liés. On l'avait vu dans les années 70, 80 avec les pluies acides sur l'est de la France, sur l'Allemagne, où l'activité industrielle sidérurgique provoquait des pluies acides, puisqu'on avait une acidification des pluies qui se faisait dans l'atmosphère. Et on voit aussi qu'il y a un grand transport par l'air de molécules d'eau. On retrouve ici couramment du sable du Sahara qui retombe sur la région ici, avec notamment des traces de radioactivité des essais nucléaires que nous avions fait dans les années 60. Donc vous voyez que le cycle est beaucoup plus large et lié. Il y a même une dernière publication qui a montré que dans certaines précipitations, on retrouvait même des pesticides qui étaient utilisés. Donc on voit que les deux sont absolument liés, qu'il faut systématiquement avoir une approche globale, notamment sur les zones urbaines. L'eau ne répond pas à un réseau hydrographique de gravitaire sur le sol, mais va répondre de questions atmosphériques. Et on voit des chercheurs qui travaillent sur les modèles justement qui avaient été développés à l'époque sur les pluies acides, sur le mouvement de ces masses d'eau dans l'atmosphère, pour voir comment on peut aussi modéliser ces transports d'eau à l'échelle et évaluer un peu ces impacts et ces quantités. Donc quand on agit pour la pollution de l'air, on agit pour la pollution de l'eau et inversement. Et on agit pour la santé, on agit pour le bien-être. En règle générale, maintenant, on considère qu'on doit avoir une approche qu'on dit globale, One Health, une planète, et One Water, une seule eau.
Mais merci beaucoup Nicolas Roche d'être venu partager avec nous votre expertise et votre savoir. Si vous avez aimé cet épisode, merci de contribuer à sa diffusion en lui laissant un commentaire et en le partageant autour de vous pour que l'information santé environnementale qui relève de la qualité de l'air puisse circuler auprès du plus grand nombre. Vous pouvez aussi le recevoir tous les mois directement dans votre boîte mail en vous inscrivant à la newsletter Inspirons via le lien laissé dans le descriptif de cet épisode. On se retrouve en septembre après une pause estivale que je vous souhaite ressourçante et revigorante à souhait pour ouvrir toujours plus grand nos yeux sur ce que l'on respire sans le voir. D'ici là, prenez soin de vous.